On l'a entendu, une baisse très lente de l'épidémie du Covid, mais les chiffres sont toujours contrastés. Près de 20 000 nouveaux cas hier, un peu moins de personnes hospitalisées et en réanimation, mais toujours près de 350 décès. Est-ce que, selon vous, le pire est désormais derrière nous, ou alors, comme le disent de nombreux épidémiologistes, avec la montée des variants notamment, on n'a peut-être encore rien vu? Personne ne peut prédire ni le pire ni le meilleur. Il faut rester extrêmement attentif. Le gouvernement suit les chiffres que vous évoquez au quotidien et leurs évolutions. Les évolutions sont positives, mais nous sommes toujours à un haut niveau de personnes qui attrapent le virus dans notre pays, qui du coup peuvent le communiquer. Et donc il nous faut rester extrêmement vigilants, attentifs, mais ne pas prendre de mesures exceptionnelles, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le plateau est maîtrisé, que notre capacité hospitalière répond présent, que le nombre de personnes en réanimation a baissé de peu, vous l'avez dit, de 38 hier, et donc il faut rester attentif et mobilisé. Pas de mesures exceptionnelles, donc pas de nouveau confinement, hein, ça, on l'a compris, c'est le choix du président annoncé, enfin plutôt pas annoncé il y a 3 semaines. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à desserrer davantage l'étau? Quelques expériences, par exemple, de spectacles vont être lancées par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Prévoir maintenant une réouverture prochaine des lieux de culture, des cafés, des restaurants? Quelle est votre position là-dessus? Vous l'avez rappelé, 26 195 personnes hier encore hospitalisées dans le cadre du Covid. C'est phénoménal. C'est plusieurs centaines de personnes chaque jour qui meurent. Et en même temps, il faut se préparer. Je pense que les expérimentations proposées par la ministre de concerts à Marseille, par exemple, qui doit être organisé, doit nous apprendre à vivre avec le virus et en même temps de nous donner un horizon positif. Il y a cet été les festivals, par exemple, qui sont particulièrement importants. On s'y prépare et la ministre est totalement mobilisée. Pour ce monde qui est à l'arrêt depuis des mois maintenant. D'abord, rappelez toujours pourquoi ils sont à l'arrêt. Parce que toutes les études ont montré, notamment une étude américaine faite sur 98 millions d'Américains, combien c'était le premier lieu de contamination dans un pays. Et donc, évidemment, il nous faut les accompagner, mais il faut protéger les Français, il faut protéger aussi les cafetiers, les restaurateurs. Nous le faisons au quotidien, mais il faut conserver, fermer. Mais petit à petit, au moment où la vaccination, et nous sommes aujourd'hui en Europe le premier pays qui vaccine au nombre d'habitants. Et donc la vaccination, le soin, la capacité aussi d'accueil en réanimation doit nous permettre de desserrer les taux. Dire ce chiffre lorsqu'on voit les chiffres au Royaume-Uni, notamment 15 millions de personnes ont été vaccinées, là où nous sommes. Je vous ai parlé des pays européens, vous avez raison, les Royaume-Uni, très bien. Le Royaume-Uni dans les pays européens, mais ramener à la population, 3 millions de vaccins ont été faits au moment où je vous parle, et ramener à la population, c'est le premier score européen, mais il ne faut pas faire cocorico, il faut continuer à travailler. Autre sujet, on l'entendait dans le journal, le vote par anticipation. C'est au Sénat que le gouvernement a déposé hier cet amendement. Pourquoi maintenant la possibilité de voter avant le premier tour de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est utile? C'est pour faire baisser l'abstention? D'où vient cette idée? Oui, l'objectif est de faire baisser l'abstention. Vous savez, à chaque élection présidentielle, dans l'année qui précède, il y a une loi qui met en place de nouveaux dispositifs. Et le gouvernement proposera par amendement, ce sera débattu aujourd'hui au Sénat, la possibilité d'avoir dans certaines villes la capacité de voter par anticipation dans les quelques jours. Écoutez, si ça permet, sous contrôle évidemment et transparence de ceux qui sont les responsables de l'élection, si ça permet de donner la possibilité de voter à des personnes qui ne pourraient pas ou qui n'auraient pas été votées, je pense que c'est important. Et puis, nous sommes aussi aujourd'hui encore dans le schéma d'une gestion de crise sanitaire, autant l'anticiper. Je ne vous l'annonce pas pour l'année prochaine, mais autant se donner moyens. Le Portugal vient d'élire son président de la République. Alors, il y a de 250 000 personnes ont voté ainsi. Ça marche. Étudions-le. C'est une proposition, c'est une sorte de main tendue du gouvernement aussi au Sénat et au Parlement pour discuter de cela. Vous parlez du Portugal, mais tout le monde a en mémoire ce qui s'est passé aux États-Unis. Le vote par anticipation, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas montré une efficacité particulièrement éclatante. La droite, en France, déjà parle de tambouille. Il y a quelques mois de la présidentielle, on peut imaginer qu'il va y avoir quand même un débat très fort si vous souhaitez aller jusqu'au bout de cette réforme. Mais il n'y a pas besoin ni de parler de tambouille, ni de débat trop fort. Mais l'exemple américain, il vous fait pas réfléchir? L'exemple américain fait qu'il y a de très nombreux Américains qui n'allaient pas voter, qui ont été votés. L'exemple américain, c'est aussi le fait qu'il y a eu plus de votants à cette élection présidentielle aux États-Unis que de l'élection présidentielle presque précédente. 3 semaines pour avoir le résultat définitif. D'abord, chaque État a un mode de scrutin différent et ne comparons pas les choses. Mais tout ce qui peut permettre de lutter contre
la propagation du virus, et c'est aussi pour ça qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour les élections régionales et cantonales, départementales, qui permettent d'avoir 2 procurations. Et 2, tout ce qui permet de favoriser le vote, mais que ce soit contrôlé, ça n'est pas une tambouille. Alors on peut rester nostalgique, se dire surtout ne changeons rien, le Sénat nous habitue régulièrement à cela, on peut ouvrir le débat, le gouvernement ouvre le débat et n'imposera rien, c'est le Parlement, le Sénat qui votera et qui décidera. Monsieur Castaner, il y a une autre question qui a animé les débats hier à l'Assemblée nationale. Une nouvelle fois, la question de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Faut-il allonger la possibilité de recours à l'IVG pour les femmes qui le souhaitent ? Le PS avait fait une proposition, puis finalement l'a retirée face au danger, selon lui, d'obstruction de la droite. Est-ce que vous, à La République En Marche, vous allez revenir à la charge, si j'ose dire, pour faire revenir ce texte qui a déjà été voté une première fois d'ailleurs. Il a été voté une première fois à l'initiative d'une députée, Alban Gaillot. Nous l'avions soutenu et je suis favorable à cette prolongation de 2 semaines, comme le Conseil national d'éthique d'ailleurs s'est prononcé récemment et a confirmé que c'était nécessaire. Ce que je regrette, c'est que le Parti socialiste, qui s'est précipité pour dire je l'inscris alors que nous avions annoncé que nous le ferions, le retire et que le Sénat, que les LR à l'Assemblée veuillent faire de l'obstruction. Mais sur le fond, j'y suis favorable. Alors, et nous ferons en sorte que ce texte puisse revenir dans la discussion. Mais M. Olivier Véran, avait parlé d'un débat prématuré sur l'allongement de l'IVG, de la possibilité d'IVG de 12 à 14 semaines, sur un sujet sensible. On a senti qu'il avait des réserves. Et le président Macron lui-même serait assez réticent à cette réforme. Olivier Véran, en première lecture, a fait le choix de saisir le Conseil consultatif national d'éthique, qui s'est prononcé et qui, depuis, a confirmé que ces 2 semaines étaient nécessaires, notamment parce qu'il a chiffré à près de 2000 femmes, des femmes qui sont obligées d'aller se faire avorter à l'étranger, et il n'a pas chiffré celles qui, du coup, auraient voulu, pour plein de raisons, se faire avorter, et je ne me prononce pas pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, et ont été empêchées de le faire dans le délai. Et donc, je pense que moderniser aussi l'accès à l'IVG pour les femmes qui le souhaitent, fait partie de notre responsabilité. C'est pour ça que mon groupe y est favorable. Alors, dernier chapitre, Monsieur Castaner, le projet de loi sur le séparatisme, il a été voté hier sans encombre par votre majorité. Les 2 groupes qui ont voté contre, ce sont la France Insoumise et les Républicains. Et ceux qui se sont abstenus, c'est le RN et le PS. Cette abstention du Rassemblement national, elle pose quand même question. Ici même, à votre place, hier, l'insoumise Clémentine Autain disait que vous deviez faire barrage à l'extrême droite et finalement, aujourd'hui, vous lui servez de passerelle, surtout depuis que M. Darmanin a dit que Marine Le Pen était trop molle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette abstention du RN vous gêne ? D'abord, je n'ai pas de leçon de barrage à recevoir de la part de la France Insoumise. J'étais candidat aux élections régionales en 2015. J'ai retiré ma liste contre l'avis de ceux qui soutiennent aujourd'hui Clémentine Autain pour empêcher que le Front National gagne dans ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud. Et deuxièmement, il ne faut pas aujourd'hui chercher à interpréter la non-décision habituelle, parce qu'elle préfère le poujadisme de plateau de Marine Le Pen. Dans ce vote-là, le Parti socialiste est abstenu. Et vous savez, les LR qui ont voté beaucoup d'articles dans cette loi, dans la discussion au Parlement, ont décidé, parce que Christian Jacob, qui n'est jamais venu dans le débat au Parlement, a dit un jour sur un plateau, nous voterons contre. Donc ce sont des réflexes politiciens. Une chose est sûre, c'est que sous l'autorité de Gérald Darmanin, qui a fait un immense travail avec le Parlement, avec les associations, avec les cultes, nous avançons sur ce dossier. Bon, vous rendez donc hommage ce matin à Gérald Darmanin. Merci Christophe Castaner, dont vous êtes le prédécesseur, Place Beauvau. On vous a entendu. Suite de Télématin avec vous. Merci messieurs. Bonne journée à tous les 2.